Vous écoutez Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 12 avril 2021, diffusée sur Radio Courtoisie, mardi 13 avril de 10h30 à 11h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle, associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Philippe Delorme. Oui, bonjour Anne. Un grand merci d'être présent ce matin dans notre studio virtuel pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Je leur précise qu'il s'agit d'une émission que nous aurons préenregistrée la veille, lundi 12 avril, et qu'ils entendront pour la première fois le mardi 13 avril, dans le cadre donc des Mardis de la Mémoire. Philippe Delorme, les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent. Pour la plupart d'entre eux, vous êtes journaliste, vous êtes historien, vous êtes écrivain de nombreuses biographies, toutes passionnantes dans la lignée de ce que, avec Dominique, nous avons vu naître progressivement, c'est-à-dire ces historiens au talent journalistique et au talent littéraire qui ont su renouveler le genre de la biographie historique. Et c'est vrai qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, on a vu fleurir des livres d'histoire, des biographies sérieuses appuyées sur des documentations véritables, et qui ont su entraîner leurs lecteurs derrière leurs personnages avec toujours énormément de qualité littéraire, de souffle romanesque, et vous faites partie de cette lignée d'historiens, donc je tenais à le souligner. Parmi vos nombreux ouvrages, il y en a un évidemment qui va faire l'objet de notre intérêt ce matin, c'est la biographie que vous avez consacrée en 2017 chez Talandier, au duc d'Édimbourg, Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté, avec évidemment un petit clin d'œil à James Bond, puisque c'est James Bond, l'homme au service de Sa Majesté. D'ailleurs, on a tous en mémoire cette formidable séquence des Jeux Olympiques de Londres avec Daniel Craig. Et d'ailleurs, dans le documentaire qui était diffusé hier soir sur LCI, le duc de Cambridge lui-même, le prince William, a dit qu'à l'exception de son père, personne n'était au courant. Elle avait tenu secret la chose parce que, évidemment, elle craignait que ce soit ébruité. Et donc, personne n'était au courant de un clin d'œil incroyable quand même qu'elle a osé faire. Oui, ce qui prouve qu'elle a de l'humour, parce qu'on dit souvent que le duc d'Édimbourg était le bout en train de la famille, mais elle-même a un humour très, très britannique, bien sûr, elle ne peut pas exprimer facilement, mais enfin qui est réel. Oui, bien sûr, et j'avais entendu une interview de Daniel Craig disant que son entrevue avec elle s'est véritablement limitée au moment où elle se retourne et elle lui dit bonjour Monsieur Bond, et donc il dit mon entrevue avec elle s'est limitée à ces quelques mots, mais qui marquent à jamais une vie, j'imagine. Ah, vous savez on peut, par exemple, les journalistes n'interviewent pas les membres de la famille royale. Enfin, c'est extrêmement rare, les occasions pour un journaliste. Moi, par exemple, lorsque j'étais à Point de Vue, j'ai suivi très très souvent la reine-mère d'Angleterre, Queen Mum, qui venait en France régulièrement tous les ans pendant 3 ou 4 jours. Mais il était hors de question de s'approcher d'elle pour lui poser la moindre question, même sur le temps qu'il faisait. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont un peu, je dirais, enfermés dans un protocole, et très très difficile de briser la glace.
Oui, bien sûr. On comprend mieux cette très belle photo que Carla Bruni a postée sur son compte Twitter, où on la voit regardant en l'air quelque chose, peut-être des avions qui passaient pour une parade militaire aux côtés du duc d'Édimbourg lors de leur visite officielle en 2008, où ils sont souriants tous les deux, évidemment extrêmement photogéniques tous les deux, et où elle a juste mis comme légende: ce fut un honneur de vous rencontrer. Et effectivement, être aux côtés du duc d'Édimbourg dans une proximité exceptionnelle a dû être pour cette femme à la fois élégante et cultivée, quelque chose d'inoubliable. Oui, et puis pour lui qui aimait les femmes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup glosé ces jours-ci sur ses infidélités éventuelles avec la reine. Enfin ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est s'il a été infidèle, il l'a été d'une manière extrêmement discrète, extrêmement chevaleresque, pourrait-on dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait du goût pour les femmes et qu'il aimait être entouré de jolies femmes, et même dans son grand âge. Donc certainement que cette rencontre a été aussi pour lui un moment agréable, certainement. Bon, il faut dire qu'il méritait les jolies femmes. C'était quand même un homme magnifique. Il avait à la fois le physique, la stature, l'élégance. Il portait tout bien, de la simple tenue. Il y a certaines photos d'ailleurs que l'on peut regarder qui sont dignes de catalogues de mode, et la reine n'a pas à rougir face à son mari. Elle n'avait peut-être pas le physique aussi standardisé de la jolie femme, mais elle avait une classe et une élégance, et c'était très très jolie femme. Oui, tout à fait. Et avant-guerre, lui, c'était vraiment le prototype du surhomme pratiquement, comme on les représentait avant-guerre, même dans les régimes un peu totalitaires, blond, 1m90, athlétique, sportif. Donc c'était vraiment, on pouvait difficilement trouver un plus bel homme que Philippe d'Édimbourg, enfin Philippe de Grèce, ou Philippe Mountbatten avant la guerre, oui. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour qu'ils aient bien cela en tête, que Philippe Delorme est l'auteur d'une biographie consacrée à Philippe d'Édimbourg, dont on peut donner maintenant les dates, 1921-2021. Il est mort à quelques mois de son centenaire et à quelques mois également de ses 70 ans de mariage. Non, il avait fêté ses 70 ans. Non, ils se sont mariés en 47, donc ils approchaient du 74e anniversaire de mariage. Donc ils s'étaient mariés le 20 novembre 47, donc ça aurait fait 74 ans à la fin de cette année. Voilà. Exactement. L'approche des 70 ans, je me trompe, c'est l'approche des 70 ans de prince consort, puisque Élisabeth II... c'est ça, en 52. Oui, exactement. Elle fêtera en 2022 ses 70 ans de règne. Voilà. Donc, le titre de votre ouvrage, Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté, chez Talandier, et en texto, donc depuis peu, en 2020, le livre est paru en texto, qui est le format poche des éditions Talandier. Je précise aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai fait une petite vérification sur Amazon, que le livre va être disponible incessamment sous peu, parce que j'imagine bien qu'il a été fort demandé tout de suite, et que donc la maison d'édition est en plein retirage, et qu'il est disponible en tout cas dans l'attente de ces quelques jours en format Kindle, qui est donc le format liseuse d'Amazon. Mais je pense qu'on peut le commander sur Amazon, même si Amazon indique qu'il n'est pas disponible, il le sera demain ou après-demain, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Tout à fait. Alors, Philippe Delorme, rentrons dans cette riche personnalité, 100 ans quasiment d'existence, ça n'est pas rien, et il a était présenté toujours comme l'homme de l'ombre. Il y a d'ailleurs un petit dessin humoristique que j'ai vu paraître, où on voit la reine avec une ombre projetée sur un mur, et sur le mur il n'y a que l'ombre du duc d'Édimbourg qui n'est pas à côté d'elle. Donc ça
voilà, c'était une allusion très forte à cet homme de l'ombre. Et pourtant, depuis son décès, on a l'impression qu'il était presque le préféré et le chouchou de la famille royale. C'est un homme qui a marqué cette famille. Oui, si vous voulez, bon, je pense que c'est pour les Britanniques la mort d'une légende. Bien sûr, le décès de la reine sera un événement, enfin, je dirais un choc considérable et plus considérable encore que la mort du duc d'Édimbourg. Mais c'est vrai que déjà avec lui, c'est tout le XXe siècle. Hein, c'est le dernier grand prince du XXe siècle en quelque sorte, hein, un des derniers grands témoins du XXe siècle. Il faut bien voir qu'il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était né donc en 1921, au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale en Grèce, au moment de la Grèce qui est alors en pleine révolution, en pleine guerre contre la Turquie. Donc, il a balayé son existence a balayé presque la totalité du siècle passé. Hein. Donc, c'est bien évident que aucun Britannique aujourd'hui vivant ne l'a pas connu, si on peut dire. Enfin voilà, c'est vraiment une légende, un chapitre de l'histoire qui se tourne. Donc voilà. En plus, bon, sa popularité, elle est intacte parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'a jamais donné lieu à aucun scandale. Hein. On ne l'a jamais pris, je dirais, en flagrant délit d'adultère ou de quoi que ce soit qui aurait pu faire de l'ombre. Alors là, oui, on peut jouer sur les mots parce qu'il était dans l'ombre de Sa Majesté, mais il ne faisait pas d'ombre à la couronne, c'est-à-dire qu'il était toujours 2 pas en arrière, et il était toujours là quand il le fallait, tout en étant d'une discrétion suffisante, et en même temps, il apportait, on pourrait en parler, peut-être un petit grain de folie dans une famille royale, enfin qui a eu ces grains de folie par la suite, hein, avec les nouvelles générations. Enfin, en tout cas, pour la génération de la reine était un personnage extrêmement strict et enfermé un peu dans son rôle officiel, bien lui apportait un petit grain de folie. C'était un peu le fou de la reine, hein, voilà, il se permettait des choses que la reine, bien sûr, ne pouvait pas se permettre. Donc voilà, c'était vraiment, il y a eu une très... Oui. Ceci dit, Philippe, pardon de vous interrompre, mais oui. C'est un couple, de toute façon, là, on le sait bien, hein, nous avons l'un et l'autre quand même un âge maintenant qui peut nous permettre de le lire. On sait bien que la vie n'est pas linéaire, que les êtres humains ne sont pas noirs ou blancs, qu'il y a beaucoup de gris qui permettent de comprendre l'âme humaine, mais ce couple était quand même extrêmement étonnant parce que Philippe, qui, comme vous le dites, donnait ce petit côté un peu de grain de folie dans cette famille, avait cependant eu une enfance plus représentative en fait de ce qu'étaient les destinées brisées, compliquées des familles régnantes de la fin du 19e et du début du 20e, alors qu'Élisabeth a grandi dans un petit cocon familial qu'on pourrait presque qualifier de bourgeois, un père, une mère aimant, un couple qui s'aimait, 2 petites filles adorables. Hier soir, donc, LCI diffusait un documentaire qui était fait de films exclusivement de l'enfance et de la jeunesse d'Élisabeth et de Margaret, commenté par la fille de Margaret, Sarah Chateau. C'est incroyable, ces films. Enfin, ces 2 petites filles qui font des... c'était les petites filles modèles. Enfin, c'était un côté très comtesse de Ségur. Hein. Elle a eu une enfance absolument préservée et en plus choyée parce que dès 1936, donc en 36, elle a 10 ans, hein, 9-10 ans, elle devient l'héritière du trône, donc puisque son oncle Édouard VIII va abdiquer, comme on le sait, hein, donc elle devient l'héritière du trône et donc elle est entourée de de tout l'amour un peu un peu démentiel des Britanniques, hein. Donc effectivement, elle a été élevée dans
un cocon d'amour, alors que lui, alors si on peut revenir rapidement sur son parcours, hein, donc c'est un prince de Grèce et de Danemark, c'est-à-dire, vous savez, la famille de Danemark avait donné, une des branches de la famille de Danemark avait donné un roi, Georges Ier de Grèce, hein, au XIXe siècle. Hein. C'était la mode à l'époque d'aller chercher ses rois à l'étranger pour les nouvelles nations nouvellement indépendantes. Donc le roi de Grèce était un prince de Danemark et donc le père de Philippe était un des fils de ce roi, André de Grèce, hein, donc qui va être emporté. Donc lui naît en 1921 à Corfou. À ce moment-là, la Grèce fait partie du camp des vainqueurs de la Première Guerre mondiale, mais elle est en guerre contre la Turquie, qui faisait partie du camp des vaincus. La Turquie prend à ce moment-là sa revanche sur la Grèce. Enfin, du coup, la Grèce se trouve dans une situation difficile, révolution, coup d'État. C'est bien que André va être obligé en 1922, donc alors que le petit Philippe n'a pas encore 2 ans, de quitter précipitamment la Grèce, de s'exiler sans un sou, de partir d'abord en France, puis ensuite en Angleterre. Donc lui va connaître effectivement, alors avec des parents en plus, des parents un peu atypiques et qui n'ont pas, je dirais, qui ne forment pas un couple bien uni. Hein. D'un côté, on a donc André de Grèce, qui est un personnage un peu fantasque, qui va plutôt dépenser son argent dans les casinos et avec des maîtresses qu'autre chose. Et puis de l'autre côté, sa mère, la mère de Philippe, qui est Alice Mountbatten, donc qui est une petite fille de la reine Victoria, une arrière-petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre, qui a des problèmes psychiques assez importants, qui va être même placée en maison de repos. Donc très très rapidement, dès l'âge de 9-10 ans, Philippe se retrouve sans parents. Hein. Ses parents le laissent vraiment tomber, donc il est à la merci de ses sœurs. Il a 4 sœurs qui sont mariées à des princes allemands. Il a aussi ses oncles maternels, donc les Mountbatten, George Mountbatten et Louis Mountbatten, le fameux amiral Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes, hein, qui vont s'occuper de lui donc en Angleterre. Mais enfin, il est ballotté entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Donc c'est un gamin qui, dès l'âge de 10 ans, va devoir se prendre en main et vraiment assumer lui-même son destin. Hein. Quand on voit, à la génération suivante, Diana qui expliquera ses difficultés existentielles par le fait que ses parents s'étaient séparés, là, pour le coup, Philippe, il aurait pu en avoir beaucoup plus des problèmes psychologiques. Hein. Mais non, c'est quelqu'un qui va se construire justement dans le malheur, hein, dans le traumatisme. Mais je dirais que c'était presque une habitude. C'est pour ça que je soulignais le côté un peu exceptionnel de l'enfance de la reine Elisabeth, parce qu'on est à la fin du 19e et d'ailleurs dans toute la seconde moitié du 19e siècle et les 20 premières années du 20e siècle, on est dans un schéma dans les familles royales qui est plus fréquemment celui que va connaître Philippe, c'est-à-dire des familles... Oui, c'est vrai que la Première Guerre mondiale en particulier va abattre de nombreux trônes. Hein. Il faut se souvenir qu'en 1914, il n'y avait que 3 républiques en Europe. Hein. Il y avait la France, Saint-Marin, la Suisse. Non, il y en avait 4, parce qu'il y avait aussi le Portugal qui venait de passer en république aussi. Mais disons que on avait des grands empires, la Russie, l'Allemagne, l'Autriche, tout ça va être balayé par la Première Guerre mondiale. Donc on a effectivement toute une poussière de petits princes qui sont plus ou moins détrônés, plus ou moins exilés, plus ou moins désargentés, qui vont devoir trouver leur marque et puis trouver se forger eux-mêmes leur destin. Hein. Donc pour Philippe, heureusement, un certain nombre de membres de la famille de Grèce ont fait de bons mariages. Hein, c'est en particulier le cas de Georges de Grèce, donc un des frères de son père, qui a épousé la fameuse Marie Bonaparte, vous savez, la psychanalyste, enfin celle qui va devenir la psychanalyste, qui était très riche parce qu'elle était l'héritière du casino de Monte-Carlo, hein, de Blanc, hein, de la famille Blanc, propriétaire du casino de Monte-Carlo. Donc elle était très riche, elle avait une propriété extraordinairement belle à Saint-Cloud, à côté de Paris. Donc Philippe et ses parents et ses sœurs vont être hébergés, mais un peu comme des parents pauvres, hein, quand même, malgré tout, de Marie Bonaparte et de Georges de Grèce à Saint-Cloud pendant les premières années de sa vie. Donc faut
pas non plus exagérer le côté misérabiliste de l'enfance de Philippe. Il ne crève pas de faim, il n'est pas en haillons, etc. Mais disons que par rapport au degré de sa naissance, hein, c'est vraiment un prince, une Altesse royale de premier plan. Eh bien, la vie ne sera pas absolument celle qu'il aurait pu avoir en d'autres temps, c'est certain. Mmh. Oui, ça n'est pas un prince consort sorti du ruisseau. Hein. On n'est pas avec la princesse et son roturier comme. Non. Au contraire, il est même plus noble, si l'on peut dire, ou plus prince qu'Élisabeth elle-même, puisque il a des altesses royales dans toutes les branches de sa famille. Hein. Il descend d'ailleurs de Victoria aussi, comme elle. Hein. Mais alors que finalement, Élisabeth, sa mère, n'est qu'une aristocrate écossaise. Hein. La Queen Mum était issue des Lions, qui était une famille de l'aristocratie écossaise, mais pas du tout Altesse royale. Donc finalement, lui avait plus de sang bleu, entre guillemets, que son épouse. C'est un peu Madame de Montespan avec Louis XIV. Voilà. Que les Bourbons, c'était quand même une très très fraîche extraction par rapport aux Rochechouart. Oui. Non, mais lui, en plus, il était prince de Danemark, hein, enfin de Grèce et Danemark, et les Danois, les Oldenburg, c'est une des plus anciennes familles royales d'Europe. Hein. Elle remonte au moins autant que les Capétiens, hein, vers le 10e, 11e siècle, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, Philippe va donc, comme vous venez de nous l'expliquer, va avoir une enfance ballottée, mais également troublé psychologiquement parce que effectivement il y a l'absence de ses parents qui va se faire de plus en plus importante, la présence de ses sœurs et l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale où évidemment les mariages de ses sœurs vont compliquer la donne puisqu'elles vont quasiment toutes les quatre se retrouver entre guillemets dans le mauvais camp. Oui, il y a des épouses des princes allemands, hein, donc elles vont même être... si on ne sait pas véritablement quelles étaient les actions de certains. Donc, non, tous n'étaient pas nazis, certains ont collaboré avec le régime, comme c'est assez nécessaire et assez indispensable dans la plupart des régimes totalitaires. Tu sais, dans les régimes totalitaires, soit on bresse les Chines, soit on se retrouve en camp de concentration. Donc effectivement, les maris des sœurs de Philippe, pour certains, ils étaient dans l'armée, etc. Donc ils étaient bien sûr allemands. Hein. Donc ça a posé des problèmes. Faut peut-être simplement rappeler que Philippe, même s'il a eu cette enfance difficile, il y a eu quelque chose qui lui a forgé vraiment le caractère, c'est qu'il a été inscrit vers l'âge de 10-11 ans dans une école qui s'appelait Gordonstown, qui est donc une école en Écosse, hein, et qui lui a appliqué une formation, je dirais, à la fois morale et physique et sportive. Ça a été un pensionnat dans lequel il s'est forgé un véritable caractère et ce qui lui a permis de dépasser et de surmonter peut-être les difficultés de son enfance, cette formation presque paramilitaire, je dirais, à Gordonstown qu'il a reçue. Hein. Donc on a quelqu'un qui a un caractère forgé par une éducation sévère et stricte lorsque arrive la Seconde Guerre mondiale. Oui. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est un événement qui joue quand même au crédit des sœurs de Philippe, parce que l'école dans laquelle il avait été placé était une école tenue par un juif et qui s'exile justement en Écosse pour pouvoir continuer à assurer son enseignement. Et Philippe, pour faire simple, suit ce déménagement scolaire pour suivre ce maître. Ce qui montre qu'il n'y avait pas d'ostracisme ou d'antisémitisme de la part des sœurs qui avaient pris un peu la... Non, Max de Bade, donc c'était une des sœurs avait épousé le margrave de Bade, hein, Max de Bade, qui effectivement avait lancé à Salem, donc dans son domaine de Salem, près du lac de Constance, il avait lancé cette école expérimentale avec Kurt Hans, qui était un juif. Donc au moment en 1933, il a été invité, enfin en tout cas il était préférable pour lui bien sûr de partir installer son école ailleurs, donc en Écosse. Effectivement, Philippe à ce moment-là a suivi
a suivi l'école et s'est installé, enfin a fait ses études à Gordonstoun. Donc là, il s'est enraciné, je dirais encore plus dans le terroir britannique, dans lequel il était déjà enraciné par sa famille maternelle, puisque comme je disais, les Mountbatten, donc la famille de sa mère, avait fait carrière en Angleterre dans la marine, dans la Royal Navy. On se souvient surtout de son oncle Louis Mountbatten, l'amiral Louis Mountbatten, qui va devenir vice-roi des Indes, qui lui va vraiment le guider vers la carrière navale. Si Philippe s'inscrit comme élève cadet officier de marine en 1938 à Dartmouth, c'est parce que son oncle Louis Mountbatten le pousse dans cette voie. Oui, parce que Philippe d'Édimbourg va progressivement passer totalement sous la coupe, sans que ce soit négatif, l'expression que j'emploie, sous la coupe de la famille Mountbatten. Il y a le décès tragique de sa sœur avec son mari et ses enfants dans l'accident d'avion. Il y a le décès de son oncle qui meurt quasiment juste après, de l'autre oncle. Et donc Philippe va se trouver effectivement chaperonné par cet oncle Louis Mountbatten, celui qui mourra assassiné en 1979 dans ce terrible accident, ce terrible attentat. L'attentat de l'IRA, en Irlande du Nord, oui. Et donc Philippe va embrasser une carrière d'officier de marine, et qui est une carrière, il n'a absolument pas, dont il n'a pas à rougir, bien au contraire. Non, pas du tout, je dirais d'ailleurs, je rappellerai aux auditeurs que l'intervention du Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est particulièrement appuyée sur ce fait, en rappelant qu'il était jusqu'à son décès le dernier prince régnant, même s'il était prince consort, à avoir participé à la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait plus que lui. Et de façon très importante. Il a eu c'est un des derniers grands combattants, je dirais, de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que donc effectivement, quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, il n'est élève officier que depuis moins d'un an. Il est donc à Dartmouth, qui est une école navale donc de la Royal Navy. D'ailleurs, il a rencontré à l'occasion d'une visite sa cousine, sa future épouse, qui elle a 13 ans, lui en a 18. Là, elle tombe, on pourra en reparler, mais enfin, elle tombe absolument amoureuse de ce cousin absolument magnifique. Mais bon, donc dès que la guerre éclate, il va être versé dans le service actif. Alors, son oncle Louis Mountbatten gère sa carrière, si l'on peut dire. Donc, il est d'abord envoyé à Ceylan, où il fait déjà ses premières classes. Ensuite, il va aller en Méditerranée, où il va participer à des batailles contre la flotte italienne. Alors, vous savez, en 1940, la Grèce entre en conflit, donc entre dans le conflit mondial. Donc, du coup, lui, en tant que ressortissant grec, il peut à ce moment-là prendre vraiment les armes sans problème contre l'Axe, et donc il va effectivement participer à des grandes batailles navales, comme en 1941, le 28 mars 1941, à la bataille du Cap Matapan, où la flotte italienne va être détruite. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les bulletins pour sa bravoure, sa vigilance. On le crédite même de la destruction de plusieurs croiseurs italiens. Donc il a un rôle tout à fait glorieux, tout à fait honorable dans cette guerre. Ensuite, il va partir. Pardon, une question. Oui. Quand on est prince de Grèce et de Danemark, exilé de son pays d'origine, on a une nationalité. Le duc d'Édimbourg avait la nationalité britannique. Comment ça se passe ? Oui, alors c'est compliqué parce que, vous savez, comme je disais tout à l'heure, la Grèce a connu beaucoup de soubresauts à ce moment-là. Donc la famille royale a été par moments exilée, par moments rappelée, etc. Donc il avait surtout, dans les premières années, il avait un passeport danois, parce que comme il était quand même membre
membre de la famille royale du Danemark, eh bien son cousin, le roi de Danemark, avait fourni à tous ses cousins des passeports danois. Donc il va avoir un passeport danois pendant un certain temps. Après, alors là, je parle un peu de mémoire parce que je me souviens plus. C'est tellement compliqué cette histoire d'histoire grecque. À un certain moment, la famille royale revient donc sur le trône. Donc Georges II redevient roi des Hellènes. Donc à ce moment-là, les membres de la famille sont rétablis dans leur titulature, etc. Donc là, il doit avoir à ce moment-là probablement un passeport grec aussi. Mais si vous voulez, très 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 longtemps, comme il disait, je suis Philippe tout simplement. Hein, et quand on lui parlait, on lui demandait sa nationalité, il savait pas bien répondre. Hein, il se sentait plutôt européen. Enfin, il se sentait à la limite scandinave déjà parce que son aspect était plutôt l'aspect d'un Scandinave que d'autre chose. Hein. Il était blond, grand, les yeux bleus d'acier, 1m90, etc. Donc il se sentait plutôt scandinave. Mais c'est vrai que très longtemps. En plus, il parlait aussi bien à la maison l'anglais que le français ou l'allemand, hein, comme il témoignera à table. Vous savez, c'était ces familles du Gotha international. On passait, encore aujourd'hui d'ailleurs, on passait du français à l'allemand, à l'anglais, en fonction des circonstances pendant le même repas. Hein. Donc, d'ailleurs, il parlait français. On a des exemples. On sait qu'il parlait français sans aucun accent. Hein. C'est assez bluffant quand on l'entend. Philippe d'Édimbourg parlait d'un français absolument. Mais c'était vrai aussi d'autres princes comme Michel de Roumanie ou Otto de Habsbourg. Vous voyez, c'est vraiment ces princes européens qui transcendaient un peu la notion un peu 19e siècle de nationalité finalement. Hein. C'était plus. Mais vous voyez, vous citez Michel de Roumanie et Otto de Habsbourg, voilà deux princes qui ont vécu, comme le duc d'Édimbourg, une jeunesse totalement ballottée. Exactement, bien sûr. Quand on pense que Otto naît en Autriche et se retrouve petit garçon à Madère, il y a quand même... il assiste au couronnement de ses parents comme roi et reine de Hongrie, où là il est entouré de tout le faste millénaire, et puis quelques années plus tard, il se retrouve dans un pas à taudis, mais enfin pas très loin, sans la moindre commodité au fin fond de l'île de Madère, où son père va mourir d'une pneumonie. Hein. Bon, c'est vrai que c'est assez étonnant, ce sont des destins. D'ailleurs, pour revenir sur Michel de Roumanie, c'était un très proche ami, un très proche cousin de Philippe. Hein. On a des photos très 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 amusantes où on les voit tous les deux petits garçons sur des poneys en Roumanie. Voilà. Donc parce que Philippe effectivement un peu prince pauvre, parent pauvre de la famille, était souvent invité pour les vacances à droite à gauche chez les cousins, donc en particulier en Roumanie, où il a passé un certain nombre d'étés dans le delta du Danube, à Sinaia, avec son cousin Michel. Donc ils étaient très proches l'un de l'autre. Hein. Voilà. Il faut dire qu'étant le seul garçon et le petit dernier, on cherchait peut-être aussi à lui faire, comme dans toute famille, même encore de nos jours, on cherche quand même à envoyer le garçon esselé chez des cousins de son âge. Donc, oui, absolument. Enfin là, c'est encore un peu tôt, mais c'est vrai que après, effectivement, la future reine ayant jeté son dévolu très très rapidement sur lui, la question de son mariage ne s'est plus posée très très rapidement. Oui, bien sûr. Alors justement, la reine Elisabeth va imposer son choix parce que ce prince n'est pas forcément l'homme que l'on voudrait pour elle, mais elle impose son choix. De toute façon, il n'y a pas de discussion possible.
Écoutez, c'est compliqué parce que effectivement, c'est peut-être pas celui qu'on voulait pour elle, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il était difficile d'être plus prince que lui. Hein. Il a été vraiment Altesse royale jusqu'au bout des ongles en quelque sorte, hein, puisqu'il descendait aussi de la reine Victoria. Il appartenait à la famille de Danemark. Il était allié à toutes les plus grandes familles d'Europe, d'Allemagne. Il était cousin du tsar de Russie, enfin de l'ex-tsar de Russie par sa mère. Enfin voilà, donc il était vraiment apparenté à tout le Gotha le plus noble d'Europe. Hein. Donc c'était quand même un mariage idéal. Le seul problème, c'est que d'abord, comme je disais, il n'avait plus un sou. Donc ça pouvait être un problème. Enfin encore pas trop, puisque la reine avait quand même les moyens de subvenir aux besoins de toute la famille. Mais ce qu'on lui reprochait surtout, c'était les mariages de ses sœurs avec des princes allemands. Hein. On est donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a un prince on ne sait pas bien sa nationalité, hein, comme dit la presse anglaise, ce fichu grec barbu. On ne sait pas s'il est allemand, s'il est danois, ou s'il est grec ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a autour de lui, même s'il a eu il a eu une attitude particulièrement valeureuse et brave pendant la Seconde Guerre mondiale dans la Royal Navy, malgré tout, ça reste un personnage un peu interlope, un peu ambigu. Donc, on se dit, est-ce qu'il faut que la future reine d'Angleterre épouse quand même quelqu'un qui a beaucoup de sang allemand dans les veines, quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Même si d'ailleurs la famille royale d'Angleterre est aussi une famille allemande. Ce sont les Saxe-Cobourg, donc finalement, ils ont bien fait oublier ça, mais ils étaient eux-mêmes d'ascendance allemande. Mais voilà, donc c'est l'essentiel problème au niveau, mais bon, il y a aussi un problème au niveau de la famille elle-même, c'est que George VI, bon, qui est vous savez, on se souvient du film Le Discours du Roi, c'est un personnage un peu timide, un peu mal dans sa peau, fragile, etc. Et voir partir sa fille aînée, ça a été pour lui un déchirement. C'est-à-dire qu'il n'imaginait pas que sa fille puisse le quitter finalement pour se marier, même s'il savait bien que c'était nécessaire. Ça a été pour lui très difficile de voir sa petite Élisabeth, sa petite Lilibet quitter le fameux cocon familial douillet où elle avait grandi. Ouais. Donc ça a été aussi un petit peu l'une des raisons du retardement des fiançailles. Hein. Mais bon, si vous voulez, c'était quand même un mariage idéal pour la future reine d'Angleterre, quoi qu'il en soit. Hein. C'était pas du tout, comme vous disiez tout à l'heure, elle n'a pas du tout épousé un chanteur de rock ou un roturier ou son professeur de gymnastique, exactement. C'était vraiment le casting idéal quand même. Hein. Oui. Voilà. Alors, vous citiez Le Discours d'un roi, magnifique film avec cette prestation extraordinaire de Colin Firth. Il y a évidemment un film qui est sur les lèvres de tout le monde, c'est The Crown. Oui, cette fameuse série qui est magnifique. Hein, qui est magnifique. Et c'est vrai que quand on voit ce concert d'éloges généralisé pour un homme dont on a mis en avant quand même parfois et ses infidélités et ses gaffes. D'ailleurs, on parlait de Carla Bruni tout à l'heure. Il paraît qu'en 2008, il a dit à Nicolas Sarkozy, vous boxez je ne sais plus exactement au-dessus de votre catégorie, mon vieux. Donc, il y avait que lui qui pouvait se permettre ça, hein, mais c'était drôle. Ah ben bien sûr, c'est très drôle quand ça s'adresse aux autres, cher Philippe. mais bon, là, parfois on peut se demander si on n'en fait pas un peu trop. Et en fait, c'est un peu trop actuellement. Je me dis, est-ce que finalement celui qu'on célèbre, est-ce qu'on ne célèbre pas en fait le personnage tel que les Anglais maintenant croient qu'il a été au travers des interprétations. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites est très juste parce que on se rend compte que l'image qu'on a de Philippe, c'est les acteurs. Enfin, il y a 2 acteurs successifs. Il y en aura bientôt un troisième pour la nouvelle saison. C'est vrai que ce feuilleton The Crown, ça a redonné
c'est vraiment lui qui est finalement le héros central de cette série, et donc ça lui a redonné une espèce d'aura et de rayonnement extraordinaire, alors que c'était un personnage 99 ans, et puis qui avait quand même en Angleterre un peu une réputation de vieux grognon, d'aristocrate un peu obtus, un vieux réac. Enfin, vous voyez, même on le voyait dans une sorte de spectacle un peu genre Bébête Show là, vous voyez, avec où il était représenté comme un vieux réac qui tirait sur tout ce qui bougeait. Donc effectivement, ça lui a redoré son blason de manière considérable. C'est-à-dire que à travers ce feuilleton, il apparaît quand même comme le personnage. D'abord, ils ont pris des acteurs particulièrement séduisants pour l'incarner, même si lui-même l'était également. Donc oui, ça lui a redonné, ça lui a remis le pied à l'étrier, et donc c'est certainement à travers, en tout cas en France, c'est certainement, les gens ne connaissaient sans doute plus du tout le duc d'Édimbourg. Je pense dans les nouvelles générations, les moins de 50 ans, le duc d'Édimbourg, ça ne devait pas dire grand-chose. Avec ce feuilleton, voilà, il est redevenu un personnage connu et célèbre. Donc c'est vrai, vous savez, quand on enterre quelqu'un, comme disait Brassens, les morts sont tous des braves types, et donc on oublie toujours un peu les côtés... mais c'est vrai que, sur lui, que peut-on lui reprocher? Quand même pas grand-chose, étant donné que vous parliez d'infidélité peut-être, mais en tout cas, s'il y a eu infidélité, elles ont été extrêmement discrètes. On n'a jamais vu la moindre photo, la moindre déclaration, le moindre scandale à ce niveau-là. Donc, chapeau. En tout cas, c'est déjà... Voilà. Comme vous le dites très justement, ceux qui restent de toute façon du domaine du privé et qui restent discrets n'est absolument pas... c'est au moins, c'est peut-être. En tout cas, c'est moins critiquable que s'il avait fait beaucoup de scandales comme le font les générations suivantes. Pour ce qui est de ces gaffes, alors moi, ces gaffes, je serais quand même beaucoup moins sévère pour les gaffes, parce que d'abord, je pense que c'est des gaffes qui étaient voulues pour la plupart du temps. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une espèce d'humour britannique, et comme il le disait, lorsque vous rencontrez un prince, les gens sont souvent un peu figés, un peu. Et alors pour briser la glace, il faisait un bon mot ou un mot plus ou moins bon, si l'on veut, mais il se permettait effectivement. Mais un ancien combattant, par exemple, qui avait perdu les 2 jambes en Afghanistan, il lui disait: on va vous mettre des roulettes pour que vous alliez plus vite. Et le type, ça le faisait rire, parce que lui-même, il préparait une traversée en solitaire de l'Atlantique, alors qu'il était cul-de-jatte, vous voyez. Donc, et il s'adressait aux gens, mais en même temps, il disait des énormités, mais qui passaient généralement, ou alors quand il disait à des aborigènes australiens, vous continuez à vous battre avec des lances ou des choses comme ça. Je pense que dans le contexte, ça devait passer. Alors évidemment, après, quand on le ressort, et puis on est tellement dans une époque de politiquement correct, où il faut être absolument, on peut pas dire tout est racisme et tout est maintenant tout est xénophobie, tout est je sais pas, homophobie, islamophobie, etc. Tout est en phobie, donc évidemment, dès qu'il s'ouvrait la bouche, il était une personne de son temps aussi, qui se permettait des choses qu'aujourd'hui on ne se permet plus, parce qu'on est tellement enfermé dans un politiquement correct. Enfin bon. Oui, ou tétanisé parce que la moindre chose, voilà. Donc, je pense qu'on est passé au-delà du politiquement correct. On est dans la peur des conséquences. Et donc, comme vous dites, c'est évident. Moi, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, cher Philippe Delorme, que vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée à Philippe d'Édimbourg. Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté, chez Talandier, et que nous parlons évidemment à l'occasion du décès du duc d'Édimbourg, de cette personnalité qui a traversé le siècle, puisqu'il était né en 1921 et qu'il est décédé le 9
9 avril, à l'aube de ses 100 ans. Pour en revenir très brièvement sur The Crown, je pense qu'il faut d'abord saluer tout de même l'interprétation des acteurs. Au-delà de leur physique, ils ont réussi des prouesses d'interprétation, pas et que puis eux, la reconstitution des cérémonies ou des événements, le sacre, des choses comme ça, c'est formidable. Hein. Il y a une finesse même d'interprétation, de psychologie, il y a un souci d'esthétique, enfin qui est bouleversant, qui est vraiment de grande qualité. Mais il y a deux petits points sur lesquels je serais contente que vous puissiez éclairer nos auditeurs. Le duc d'Édimbourg est présenté comme étant celui qui est resté au-delà de fidèle à la reine, fidèle à la promesse qu'il avait faite au père d'Élisabeth, à George VI, qui était que son job, le job d'un prince consort, c'était d'être justement au service de Sa Majesté. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui historiquement peut être vrai, et George VI a été soucieux de faire comprendre au duc d'Édimbourg quelles seraient les difficultés de sa position et les exigences de son devoir. Oui. Ah oui. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, George VI n'était pas très chaud pour laisser partir sa fille, qu'il aimait beaucoup. Donc il a vraiment beaucoup pris soin d'expliquer les difficultés de la position à Philippe, qui était en plus, c'était un jeune homme, il avait une vingtaine d'années, c'était la fin de la guerre, c'était un peu un électron libre, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, donc il fallait le canaliser aussi, lui expliquer, et ça il l'a très bien compris, puisque en fait il épouse donc en 1947 l'héritière du trône, donc là il est seulement mari de la princesse héritière, et lui il pense que ça va durer peut-être plusieurs décennies. On n'imaginait pas que George VI allait disparaître aussi rapidement, même s'il était malade, on pensait, en tout cas lui il imaginait qu'il allait pouvoir vivre avec Élisabeth une vie presque normale et continuer sa carrière d'ailleurs dans la Royal Navy pendant encore peut-être quelques décennies. Donc très très vite il va être précipité donc en 1952 avec la mort de George VI dans ce rôle de prince consort, enfin de prince consort sans le titre parce qu'il n'aura jamais le titre officiel de prince consort. Il sera prince de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, mais même pas tout de suite. On va lui donner, vous savez, les premiers ministres successifs vont être très très prudents pour lui donner des titres et lui donner des responsabilités. On lui donnera jamais de responsabilités politiques. Lui n'aura jamais accès à ce qu'on appelait les red boxes, vous savez, les boîtes rouges dans lesquelles sont les lois, les décrets que la reine reçoit sur son bureau tous les jours pour lire et signer. Ça, c'est uniquement la reine qui les regarde et qui les signe. Et aujourd'hui, Charles, je crois, y est associé puisqu'il a une forme de régence. Mais bon, lui, Philippe, a toujours été tenu à l'écart du côté, je dirais, politique de la famille. Mais il y a eu un accord un peu tacite, ou pas tacite d'ailleurs, avec sa femme, que lui serait le chef de famille au sens de la famille privée, c'est-à-dire qu'il va avoir la haute main sur l'éducation des enfants et sur tout ce qui concerne la sphère privée, et c'est le seul homme le seul homme au monde qui pourra se permettre dans le privé de tenser un petit peu la reine, de la blackbouler un peu, enfin même de la houspiller dans certains cas, de lui parler finalement comme à un personnage, comme à une femme véritable. Et je pense que pour elle ça a été important d'avoir quand même une personne au moins sur Terre qui pouvait lui parler comme à quelqu'un de normal et pas comme à la reine d'Angleterre, quoi. Donc, et alors est-ce qu'on peut pas dire que justement il n'a pas été très brillant dans ce domaine, parce que si c'est à lui qu'incombait l'éducation de ses enfants... Ah oui, ça c'est sûr que ça a été peut-être une erreur. Oui, il y a eu là, c'est sûr qu'il a été extrêmement... en particulier avec Charles, ça c'est sûr qu'avec Charles ça n'a pas été, parce que c'était
il était très obtus sur ce domaine, et il a voulu donner à Charles l'éducation que lui-même avait reçue donc à Gordonstoun, dans une école, je dirais presque paramilitaire, où on se lève à 5 heures du matin, on prend des douches glacées, etc. Ça correspondait pas du tout à la mentalité de Charles, qui était beaucoup plus sensible, beaucoup plus rêveur, artiste, etc. Donc oui, c'est certain qu'avec ses enfants, en particulier avec l'héritier du trône, il n'a pas du tout été il n'a pas du tout été parfait, ça, loin de là. Hein. Je dirais qu'à la limite, il était plus en phase avec Anne, sa seule fille, qui, elle, correspondait mieux à ce côté sportif, un peu brut de décoffrage qu'il était. Voilà. Donc, mais pour Charles, non. Pour Charles, ça a été plutôt un raté. Charles a eu une enfance assez triste à cause de ça, parce qu'on essayait de le faire entrer dans un moule qui ne correspondait pas du tout à sa mentalité. Hein. Ce qui explique peut-être ensuite son mariage raté, etc. Enfin bon, oui, certainement. Là pour le coup, c'est une ombre sur le personnage de Philippe d'Édimbourg. Bon, même s'il sera ensuite un meilleur grand-père que père, hein, je pense qu'il aura un rôle très important auprès de William et de Harry lorsque ceux-ci vont perdre leur mère en 97. Hein, c'est lui qui va vraiment leur servir un peu de tuteur. Il va les accompagner d'ailleurs au moment de l'enterrement derrière le cercueil. Hein, il marche avec eux. Donc là, oui, il va avoir un rôle plus positif auprès de ses petits enfants. Pour Charles, c'était moins évident, effectivement. Delors, nous reste plus beaucoup de temps dans notre émission, malheureusement. Oui. Là, on a beaucoup insisté, et la reine elle-même l'a prononcé, que son mari était son roc, qu'elle n'aurait jamais pu assumer tout ce qu'elle a assumé depuis des années sans sa présence. La disparition du duc d'Édimbourg annonce-t-elle la disparition de la reine, physiquement ou statutairement? Est-ce que la possibilité d'une abdication d'Élisabeth II se profile? Écoutez, elle va avoir donc 95 ans au mois de juin, si je me souviens bien, hein, au mois de mai, enfin très bientôt en tout cas. Donc c'est une très vieille dame, fatiguée physiquement, intellectuellement et en plus maintenant psychologiquement, moralement, hein, par le départ. Vous savez, quand on a été marié pendant plus de 7 décennies, c'est certain que pour elle c'est un choc extraordinaire de voir partir ce mari sur lequel elle a pu, en plus, c'est comme on disait, s'appuyer pendant tout son règne. Hein. D'ailleurs, elle était à côté de lui lorsqu'il a fermé les yeux là. Donc bon, pour elle c'est certainement quelque chose de dramatique. Alors, comment va-t-elle réagir? Bon, c'est quelqu'un qui a été élevé dans le devoir et donc elle va sans doute assumer le choc, en tout cas dans un premier temps. Mais voilà, on peut imaginer non pas une abdication, parce que je pense que l'idée d'abdication elle-même est un peu difficile à imaginer dans le cadre de la monarchie britannique, qui est une monarchie sacrée, quasi religieuse, etc. Donc on peut imaginer qu'elle délègue encore plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant ses pouvoirs à son fils, donc à Charles, qui est déjà quand même investi d'un certain nombre de prérogatives pour l'heure. Mais on peut imaginer que Charles devienne peut-être même une sorte de régent, ou même reçoivent le titre de régent et assume la réalité des pouvoirs royaux en s'installant peut-être à Buckingham, tandis que Elisabeth resterait à Windsor, où elle est actuellement depuis la crise sanitaire. Donc voilà, on ne sait pas. Abdication, je ne pense pas. Peut-être régence, et puis bien sûr, de toute manière, pour la reine, il est certain que elle rejoindra son mari sans doute dans un temps plus ou moins long, mais bon, il faut s'habituer à l'idée que un chapitre de l'histoire britannique est en train vraiment de se tourner en ce moment.
Alors, est-ce que en quelques mots, Philippe Delorme, vous pouvez nous expliquer ce que l'on pense du déroulement des funérailles, donc qui auront lieu samedi prochain, le 17 avril à 15h à Windsor. Alors, c'est pour les... Oui. Pardon. Oui, donc pour les Windsor, pour la famille royale, les funérailles sont préparées très longtemps à l'avance. Hein. C'est un plan quasi militaire. Donc là, c'est le plan Forth Bridge. Hein, c'est des noms de ponts. Alors le Forth Bridge, c'est un pont en Écosse. Hein. Donc là, tout a été prévu, minuté. Donc le prince ne voulait pas un enterrement solennel à Westminster. Donc tout ça va se passer à la chapelle Saint-Georges de Windsor, donc à une vingtaine de kilomètres de Londres, et il sera ensuite enterré donc dans le cimetière de Frogmore, donc dans le parc de Windsor, là où sont déjà enterrés d'autres membres de la famille. Victoria et Albert. Victoria Albert, Édouard VIII aussi, je crois, duc de Windsor. Voilà, donc c'est une sorte de nécropole royale bis à côté il y a Westminster pour les souverains en principe, et puis voilà, maintenant Frogmore. Donc il voulait absolument quelque chose de simple. On peut penser quand même qu'il y aura toute la famille. Alors on sait que Harry va venir sans son épouse, mais il y aura sans doute des chefs d'État, compte tenu des problèmes sanitaires actuels. Tout ça sera certainement arrangé d'une manière adéquate. Ce qu'ils voulaient surtout, c'était entourer d'un cérémonial militaire de la Royal Navy, avec un détachement donc de marins qui chantent les airs, vous savez, les airs traditionnels de la marine. Donc ça va être certainement ça le point fort de cet enterrement, hein. C'est la participation de la Royal Navy, parce qu'il restait quand même malgré tout un marin. C'était vraiment sa carrière, c'était vraiment sa vocation. Il est obligé d'y renoncer, mais voilà, il restait quand même au fond de lui quelqu'un qui aimait beaucoup la mer et qui aimait beaucoup naviguer. Donc il partira sur cette image-là, je crois. Merci Philippe Delorme. J'imagine que nous vous entendrons commenter sur une des chaînes de télévision cet enterrement. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes l'auteur d'une biographie consacrée au duc d'Édimbourg qui s'intitule Philippe d'Édimbourg, une vie au service de Sa Majesté chez Talandier. Un grand merci Philippe Delorme et chers auditeurs. Merci, à très bientôt. À mardi prochain. Au revoir. Merci, au revoir. Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin, émission préenregistrée le 12 avril 2021, diffusée sur Radio Courtoisie mardi 13 avril de 10h30 à 11h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.